Pour ce premier sujet, je vais vous demander une réponse courte et concrète. C'est une question vidéo. Écoutez Laurence. Bonjour Monsieur de Villepin. J'aimerais avoir votre opinion sur le mariage gay, s'il vous plaît. Question qui reçoit beaucoup de votes, qui revient très souvent. Alors c'est une question difficile, sensible, qui mobilise beaucoup de nos concitoyens, et à juste titre. Elle touche à la fois les grands principes et en même temps l'évolution de la société. Et j'ai pour ma part évolué sur ce sujet, partant d'un certain nombre de réserves sur la conception traditionnelle de la famille, la conception traditionnelle du mariage entre deux personnes de sexes différents. Je pense aujourd'hui, en m'appuyant justement sur les grands principes, et en particulier l'égalité des citoyens devant le droit, un droit à l'égalité. Je crois que nous devons aujourd'hui évoluer et reconnaître que le mariage, institution civile, contrat civil entre deux personnes, peut être à la fois noué entre deux personnes de sexes différents ou deux personnes de même sexe. Est-ce que ça va jusqu'à l'adoption ? Alors, sur l'adoption, je suis sensible à la souffrance qu'exprime un certain nombre de couples homosexuels de ne pas pouvoir fonder une famille. Le mariage, c'est d'abord un lien entre deux personnes. Il n'a pas forcément vocation à créer une famille. Dans la conception traditionnelle, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est d'abord un lien entre deux personnes. Alors, il en va un peu différemment, à mon sens, pour l'adoption. Non pas que sur les plans des principes, on ne puisse pas avancer également la possibilité d'une reconnaissance. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde y soit prêt. Néanmoins, pour prendre en compte l'aspiration, la souffrance dont j'ai parlé, de beaucoup de couples homosexuels, je crois qu'il faut avancer sur ce terrain, et je proposerais plutôt qu'il y ait une reconnaissance du statut de beaux-parents qui permettrait de ne pas laisser le conjoint homosexuel dans la solitude, dans la difficulté en cas de décès, de lui reconnaître une responsabilité particulière. On aurait là un équilibre qui aura peut-être tendance ou vocation à évoluer au cours des prochaines années, mais c'est un premier pas pour apporter une réponse à la situation actuelle. Sur ce plateau, François Hollande a annoncé qu'il voulait évaluer Hadopi et réviser le dispositif. Vous, quelle est votre politique sur l'Hadopi ? C'est Mulâtre de Maine-et-Loire qui vous le demande. Alors moi, je suis un coup plus avant que François Hollande parce que j'étais très réservé sur Hadopi. L'objectif, il reste le même. Comment est-ce qu'on peut concilier le respect des droits d'auteur, la rémunération de la création et en même temps la libre circulation des idées, le libre accès, le droit à la connaissance, le droit à la culture. Je crois qu'Hadopi nous a montré que nous n'avions pas trouvé cet équilibre et nous sommes toujours confrontés à une impasse, à des frustrations, à des insatisfactions. Il faut donc faire évoluer le système et je suis pour ma part pour le système de la licence globale, qu'il y ait à partir du forfait Internet un supplément qui soit payé par l'internaute et qui lui permette d'accéder à des plateformes qui soient libres d'accès. Sur ce sujet, vous avez également évolué puisqu'en 2006, c'est votre gouvernement qui a rejeté la licence globale. Alors, sur ce dossier, j'ai également évolué, mais c'est le principe même de la politique. La société évolue et surtout, nous savons maintenant qu'Hadopi n'est pas satisfaisant. Nous savons que ce qui a tenté n'a pas permis de trouver une réponse. Donc je suis pour un forfait Internet qui permette justement de rémunérer les créateurs, mais je ne suis pas pour autant pour la suppression d'Hadopi. Et je crois qu'on doit... Oui, parce que je crois qu'on peut à la fois trouver plus de liberté grâce au système de la licence globale et la rémunération à partir d'un forfait Internet, et en même temps maintenir Hadopi pour qu'il y ait des règles qui sont nécessaires. Je prends par exemple le respect du droit de sortie pour certaines œuvres. Il y a un temps légal. Je crois qu'il ne faut pas que ce temps légal soit bafoué. Pour cela, je crois qu'Hadopi peut rester nécessaire en ce qui concerne le respect des règles. Alors il y a 2 semaines, on va passer à une autre question totalement différente, c'est l'une des plus populaires également. La Commission internationale des drogues, il y a 2 semaines donc, a rendu un rapport qui préconisait de légaliser le cannabis. Elle disait que c'était la source de la plus grande criminalité dans le monde. Et donc, quelle est votre position vis-à-vis d'une légalisation des drogues douces ? C'est une question de Stéphane Jouin-Spregelmeyer, de Seine-Porte, en Seine-et-Marne. Alors qu'une question très difficile, je me réjouis qu'elle revienne au devant de l'actualité à travers la commission dont vous avez parlé, à travers les propositions faites par certains parlementaires, comme Daniel Vaillant. C'est une question importante. Pourquoi ? En ce qui concerne le cannabis, 4 millions de consommateurs en France. 90 000 interpellations
dans notre pays, ce qui engorge nos services de police, mobilise la police judiciaire pour des enquêtes qui souvent sont infructueuses. Je crois qu'il faut là encore que nous évoluions. Je ne suis pas sûr que nous soyons mûrs pour une légalisation, même une légalisation sous contrôle. Par contre, je crois qu'il est temps de décriminaliser l'usage, la consommation de cannabis et de passer à un stade contraventionnel. Je pense que la contravention, c'est un message suffisant, mais c'est un message nécessaire. Pourquoi ? Parce que la consommation de cannabis reste dangereuse. Mais aujourd'hui, concrètement, les peines pénales ne sont pas appliquées. Elles sont souvent, les petits consommateurs s'en tirent avec soit une amende, soit rien. C'est bien pour ça qu'il faut trouver un nouvel équilibre. Donc je suis contre la pénalisation et pour la dépénalisation. Et je propose qu'en contrepartie, on choisisse la voie de la contravention, donc on change de catégorie, mais en même temps, on continue d'envoyer un signal sur le caractère dangereux du cannabis. Ce qui permettra de reporter l'effort indispensable de nos services de police sur la lutte contre les grands trafics. Et de ce point de vue, il y a à faire un effort massif pour éviter justement le développement de ces drogues dures dont nous connaissons les ravages, et alléger ainsi, en ce qui concerne le travail de la justice et le travail de la police, ce qui aujourd'hui les mobilise beaucoup, c'est-à-dire la lutte contre les drogues douces. Thomas de Paris souhaite connaître vos positions sur l'immigration choisie et votre politique pour gérer l'immigration clandestine. Décidément, on passe d'un sujet difficile à un autre sujet difficile. Il y a pour moi une règle claire et simple. L'immigration légale doit être encouragée, accompagnée, reconnue, et je suis, pour ma part, pour que l'on simplifie la vie de celui qui vient en France légalement, qui reste aujourd'hui encore un parcours du combattant. Je suis pour un titre de séjour unique qui puisse évoluer au fil du temps en donnant plus de droits à celui qui vient chez nous. En ce qui concerne l'immigration illégale, je suis pour, là aussi, le respect d'une règle simple. L'immigration illégale doit être combattue et celui qui est là illégalement n'a pas vocation à rester. Mais sortons de l'hypocrisie actuelle. Dans la situation présente, il y a beaucoup d'immigrés illégaux qui sont en attente soit de régularisation, soit d'expulsion. Je crois qu'il faut donner un statut temporaire à ces personnes qui sont dans notre pays, qui ont des droits, ont des prérogatives et qui doivent être respectées. Donc, ne serait-ce que pour assurer le suivi de cette population qui se trouve temporairement en France ou dans une situation intermédiaire en France, ayons le courage de regarder en face, de savoir qui est là, pourquoi ils sont là et d'instruire leur dossier avec la sérénité nécessaire. En 2004, vous étiez ministre de l'Intérieur et les reconduites à la frontière ont augmenté de 40%. Est-ce que vous allez continuer dans cette voie ? Alors, je crois qu'entre le laxisme dont avaient fait preuve les socialistes et une règle claire comme celle que nous avons fixée à partir de cette date-là, il y avait évidemment un choix à faire, et je l'ai fait. Ferme contre l'immigration illégale, soucieux, au contraire, en matière d'immigration légale, de faire avancer les choses, de permettre la meilleure insertion possible face à des personnes qui souhaitent faire leur vie en France. Immigration légale familiale, immigration professionnelle, immigration des étudiants. Il y a là des situations extrêmement différentes, mais qui doivent toutes être encouragées. Nous avons besoin de cette immigration pour toute une série d'activités. Cette immigration, elle est juste pour l'immigration familiale, et cette immigration, il est nécessaire compte tenu de la tradition française en ce qui concerne le droit d'asile. Donc il y a là des situations différentes qui doivent être adressées et traitées. Vous parlez d'un laxisme des socialistes. En 2004, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, juste avant vous, ce n'était pas les socialistes, mais Nicolas Sarkozy. Oui, l'augmentation, elle est par rapport à la situation d'avant 2002. Nicolas Sarkozy avait déjà engagé un effort. Cet effort, je l'ai poursuivi. Il faut être clair sur ces questions sans pour autant céder à la tentation de la stigmatisation ou du bouc émissaire. Je crois que dans ces affaires-là, il faut se situer sur le plan des principes. Et je me méfie beaucoup quand ces questions passent la barre de la politique politicienne, où elles deviennent alors des sujets traités avec beaucoup d'émotivité, de passion, deviennent un argument politicien. Là, je crois qu'on franchit un seuil qui me paraît dangereux. L'autre, l'étranger, l'immigré, n'est pas quelqu'un qu'il faut montrer du doigt. Nous respectons nos principes, nous respectons nos intérêts nationaux, mais en même temps, nous devons faire preuve d'humanité.
Alors, une autre question importante et différente. Depuis la fin des années 90, le prix du mètre carré en France ne cesse d'augmenter. Entre 1998 et 2010, il a pris 140%. On parle, hier, le président de la Banque de France parlait d'une bulle, d'une crise financière peut-être. Et pour les Français, globalement, c'est très dur de se loger. C'est le cas d'Iso, qui habite à Paris, qui vous pose une question vidéo. Bonjour Monsieur de Villepin. Voilà, ça fait 8 mois que je suis dans un hôtel. Et je souhaiterais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour le logement social pour que ça avance plus vite pour les gens qui sont mal logés, qui sont expulsés, qui sont à la rue, que ça avance plus vite quoi. Qu'est-ce que vous comptez faire pour 2012 ? Voilà. D'abord, vous l'avez dit, notre interlocuteur nous le dit fortement à travers sa propre expérience. Nous sommes confrontés à des situations douloureuses, mais c'est une situation qui concerne beaucoup de Français. Ce n'est pas des cas individuels. Il y a 6 millions de mal logés en France, il y a 1 200 000, selon les chiffres de la Fondation de l'Abbé Pierre, de logements sociaux qui manquent dans notre pays. Donc nous sommes confrontés à un véritable enjeu national qu'il faut traiter. Traiter à travers les situations spécifiques, les sans-abri, les mal logés, ça doit obéir dans un premier temps à une logique d'hébergement d'urgence. Dans ce domaine, il faut être capable de répondre à cette demande, mais il faut être capable aussi de trouver la réponse entre l'hébergement d'urgence et l'hébergement durable qui va permettre de trouver la possibilité d'une insertion. Et pour cela, je crois qu'il y a des initiatives qui méritent d'être saluées et généralisées. L'Association des enfants du Canal, beaucoup d'autres associations qui font un travail formidable sur le terrain, en sortant des préjugés, parce que ce sont des associations qui acceptent ceux qui sont dans la rue tels qu'ils sont, avec leurs chiens, avec leurs drames individuels, y compris pour ceux qui boivent. Alors justement, multiplier ces initiatives et les généraliser, l'hébergement d'urgence, l'accueil de ceux qui souffrent et qui sont dans la rue et qui n'ont pas la dignité première de pouvoir avoir un logement. Le droit au logement, il est reconnu dans la Constitution de 1946. Le droit au logement opposable pour tous, il a été reconnu par mon gouvernement en 2006. Donc, traiter cette question de l'hébergement d'urgence, traiter la question du logement social, sachant qu'aujourd'hui la loi SRU n'est pas suffisamment appliquée et qu'il faut une égale contribution de l'ensemble des communes. Elle impose 20% de logements sociaux par commune, mais qu'elle n'est effectivement pas respectée. Elle n'est pas respectée. Et que ferez-vous pour qu'elle soit respectée ? Il faut être donc plus exigeant, augmenter les représailles contre les communes qui ne respectent pas cela, les obliger éventuellement à payer eux-mêmes les chambres d'hôtel quand on sait que beaucoup de personnes qui ne sont pas logées sont logées dans des chambres d'hôtel, quand vous avez parfois 5, 6 enfants dans une même pièce. Comment voulez-vous pouvoir aller à l'école dans des conditions décentes ? Comment pouvez-vous trouver un emploi dans des conditions décentes quand vous vivez comme cela ? Et construire des logements sociaux, peut-être ? Alors, construire des logements sociaux, mais c'est tout le principe qui est derrière la loi SRU, mais surtout avoir un outil global. Et ce que je propose, c'est la création d'un service public du logement pour l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, le logement, il est traité par rondelles, il est découpé en tranches selon la situation des uns et des autres. Je veux qu'on ait une maîtrise globale, unifiée des problèmes du logement, donc un service public du logement pour l'ensemble du territoire, qui pourra ainsi, avec les communes, avec tous ceux qui, les associations, tous ceux qui sont intéressés par ces questions de logement, travailler. Et une agence nationale du logement qui sera le bras séculier et qui permettra d'agir. Agir sur l'ensemble des questions de logement. J'ai évoqué l'hébergement d'urgence, j'ai évoqué le logement social. Il faut parler aussi des classes moyennes qui sont confrontées à ce problème de logement. Quand on voit l'augmentation des loyers dans certaines grandes villes de plus de 50% au cours des dernières années, il y a là une situation dramatique. Tout l'intérêt, je crois, ce serait de pouvoir avoir un encadrement non pas obligatoire. Les socialistes étaient partis sur cette idée, mais c'est très très difficile à mettre en œuvre et cela stérilise l'offre de logement, mais un engagement contractuel en donnant des avantages à ceux qui, disposant d'un certain nombre de logements, accepteraient de confier au parc social, donc il y aurait un parc social privé à partir d'un certain nombre de bailleurs qui confieraient ces logements, et également donner des garanties à ces personnes qui souhaitent pouvoir louer des logements dans la durée et qui aujourd'hui, quand il y a quand il y a fin de bail ou quand il y a évolution de la situation, sont confrontés à des augmentations de tarifs tout à fait dissuasives. Alors nous allons avancer, mais avant de passer au thème suivant, nous avons une vérification de nos vérificateurs. Donc ils reviennent vers nous. Vous avez dit qu'il fallait décriminaliser la consommation de cannabis. Or, ce n'est pas un crime. L'usage du cannabis est un délit puni d'une peine maximale d'1 an de prison.
Un an de prison, c'est bah oui. C'est un délit et pas un crime. Oui, non, mais d'accord, mais un an de prison, c'est lourd. Faites un an de prison, je ne vous conseille pas, c'est lourd. Donc vous allez dépénaliser ? Dépénalisation, justement. Contravention. Décriminalisation, c'est pour faire toucher du doigt la gravité de la chose. Quand vous passez un an de prison, délit ou crime, croyez-moi, c'est très lourd, et méditer sur la paille humide d'un cachot, c'est jamais agréable. Donc, je dis simplement, c'est sans rapport avec l'acte commis, on oublie la peine de prison et on passe à la contravention. Donc vous remercierez le vérificateur. J'étais soucieux d'apporter là un témoignage vécu. J'ai visité des prisons. Je sais ce que c'est que l'expérience vécue par un certain nombre de compatriotes, soit de garde à vue, soit d'expérience de prison liée à des situations de ce genre. Croyez-moi, délit ou crime, 1 an de prison, c'est lourd. Nous avons une précision également de nos vérificateurs. En novembre 2006, vous étiez ministre de l'Intérieur. Vous aviez plaidé en faveur d'une police de tranquillité publique et vous aviez notamment déclaré « La police doit rester un gage de protection, de défense de l'ordre et de la loi ». C'est précisément ce qui avait été oublié à tort dans la police de proximité. Alors aujourd'hui... Novembre 2006, vous dites ? Oui. En novembre 2006, je suis Premier ministre. Et je donne instruction à mon ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, de mettre en place une police de tranquillité publique. Mais il ne m'a pas écouté. Ça arrive.